I don't wanna see what it's like. Leaving you to be high. I don't mind. Me and Misty is so listen, make it better. Alright. Greenback Boogie. Bonjour à tous et bienvenue dans le Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique de qualité dans une ambiance détendue, comme vous le savez. Alors aujourd'hui, c'est la 73e émission. C'est l'avant-dernière émission avant l'été du Legal Club Sandwich. Donc, on reste encore ensemble un petit moment. Je suis ravie de retrouver mes acolytes favoris, évidemment, que sont Monsieur Pierre Landy et Audrey Deléris, que je vais vous présenter dans quelques instants. Et puis, évidemment, notre invité mystère dans très peu de temps également. Alors, pour ma part, je m'appelle Lyndia Le Sauvage, je suis coach et formatrice en prise de parole en public. J'accompagne les directions, j'allais dire les directions juridiques, mais j'accompagne les dirigeants, en tout cas, c'est mes acolytes qui me freinent dans mon discours. En tout cas, j'accompagne les dirigeants et leurs équipes pour une communication qui leur ressemble. Je suis également certifiée en Process comme modèle pour accompagner les équipes pour améliorer leur communication, que ce soit en interne ou en externe. Alors, comme je vous le disais, pour mener à bien cette émission, nous sommes trois chroniqueurs. Vous les connaissez sans doute. La première, elle s'appelle Audrey Deléris. Elle est manager au sein du cabinet de chasse de Tête Fed Légal. Elle accompagne les directions juridiques et fiscales dans leur recrutement, aussi bien en start-up que pour les groupes du CAC 40, dans le secteur de l'industrie, des services et de la tech. Audrey, bonjour et comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Lydia, écoute, ravie de te retrouver, de retrouver Pierre, de retrouver notre invité et vous tous évidemment pour cette avant-dernière émission. Est-ce que tu peux nous donner le thème de ta chronique, Audrey? Oui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un recrutement, un exemple de recrutement. Aujourd'hui, on va parler du recrutement d'Isabelle et d'ouvrir ses chakras, comme j'aime beaucoup vous le répéter à chaque fois. Encore une fois, on va en reparler aujourd'hui. Parfait, parfait, merci beaucoup. Et notre troisième chroniqueur, eh bien, vous le connaissez tous, évidemment, il est connu sur la place de Paris et pas que, puisqu'il est connu à l'international, notre ami Pierre Landy. Il est l'ex-directeur juridique de Yahoo et Ledger, aujourd'hui avocat fondateur de l'Alliance Co, executive mentor également pour les directions juridiques et autres membres d'ailleurs du CODIR dans le développement de leur leadership. Pierre, nous sommes ravis de te retrouver. Comment vas-tu? Je vais super bien, ravi de vous retrouver tous. Alors, quand on dit avant-dernière émission, c'est bien évidemment de la saison en cours, la saison 8. Nous espérons bien vous retrouver à la rentrée, mais on vous en dira plus le moment venu. Donc, je vais très bien et je suis ravi de retrouver mon acolyte Sabine, que je connais depuis, trois On fois ne rien. compte plus les années, Pierre. On ne compte plus les années. On ne compte plus les années, sinon vous allez savoir notre âge et ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. On gardera le mystère pour tout le monde. Pierre, quel est le sujet de ta chronique aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous donner mes quelques conseils pour mener une bonne négociation, notamment une négociation contractuelle, mais de manière générale, une bonne négociation. Voilà. Parfait, parfait. Eh bien, c'est au tour de notre invitée mystère, qui n'est pas du tout une invitée mystère, elle connaît bien ce plateau du Legal Club Sandwich. C'est sa deuxième émission. Elle s'appelle Sabine Desloges. Et merci beaucoup, Sabine, d'être parmi nous aujourd'hui. On est ravis de te recevoir à nouveau. Comment vas-tu, Sabine? Eh bien, ça va très bien. Je suis vraiment très honorée d'avoir la chance d'animer de nouveau cette émission Legal Club Sandwich. Apparemment, je suis la deuxième qui fait ça dans l'émission. Je vais bien, je suis ravie. Alors, malgré la météo très pluvieuse que j'ai en Normandie, voilà, on est de bonne humeur, les vacances approchent et c'est presque l'été, on va dire, C'est ici, presque l'été, tout En à tout cas, fait. sur le calendrier. sur le C'est calendrier. ça. Sabine, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Alors, donc, je suis avocat directeur associé au sein du cabinet Fidal, j'ai rejoint en 2016 après une première collaboration à Paris au sein du cabinet Nomos. Donc, je suis en charge au sein de Fidal du pôle numérique tech et données, en tout cas sur ma région.
avec une activité très importante sur les sujets RGPD et privacy. Et également, je donne une activité de DPO externe avec mon équipe. Parfait. Et quel message, Sabine, tu souhaites faire passer aujourd'hui à nos auditeurs? Sur le thème de l'émission Au secours, on m'a volé mes données personnelles, bah, c'est peut-être de ne pas avoir peur, mais par contre être vraiment préparé, parce que la préparation est vraiment la clé pour gérer les incidents de sécurité et les notifications de violation de données. Je pense qu'on aura le temps de revenir un petit peu sur les notions clés. Et donc, comme on a un délai extrêmement court pour gérer ces obligations, il faut être préparé et avoir une réaction rapide et immédiate quand on fait face notamment à des cyberattaques, mais aussi peut-être avoir à l'esprit que ça peut avoir du bon, dans le sens, il y a toujours des axes d'amélioration qu'on peut apporter au sein de l'entreprise suite à ce type de menaces. Et donc voilà, pour renforcer les procédures de sécurité qui sont mises en place et donner plus de confiance sur la gestion des données Et dans les grandes lignes. avant toute chose, justement, Sabine, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une violation des données? Qu'est-ce que c'est précisément? Alors, une violation de données, c'est un concept qui est défini dans le règlement général sur la protection des données. Pour faire simple, une violation de données, ça va permettre à des informations personnelles qui sont protégées d'être exposées, volées, perdues, supprimées, notamment suite à des cyberattaques, à du vol, à de la perte, etc. Donc, ces violations de données, au sens juridique du terme, elles peuvent être de nature accidentelle ou suite à une intention malveillante. En tout cas, ce qu'il faut garder, c'est qu'il y a des conséquences. En termes de typologie de violation de données, ce qui nous est donné par le RGPD, on peut les rassembler dans trois grandes catégories. On a le vol de la confidentialité, la violation de la confidentialité des données. Par exemple, c'est le fait d'avoir un accès non autorisé à une base de données lorsqu'on fait l'objet d'une attaque. Ça peut être une divulgation inappropriée. Par exemple, on va communiquer les données personnelles à des tiers qui ne sont pas autorisés. Euh, Par exemple, une intrusion dans une base de données scolaire, par exemple, et on va modifier les résultats des étudiants. L'autre typologie, c'est qu'on va altérer la donnée. Donc, c'est les violations de l'intégrité des données, c'est qu'on va, on va les modifier et donc ça va perdre son exactitude qui était initialement enregistrée. Et enfin, le deuxième point, c'est l'absence de disponibilité. On va violer la disponibilité des données, c'est-à-dire que les données peuvent être perdues. On va perdre une clé USB, par exemple, ou on va avoir un ordinateur qui est volé. Donc, on perd les données qui sont enregistrées dans ce terminal, ou les données vont être supprimées par malveillance ou accidentellement. Par exemple, un établissement de santé qui accidentellement va supprimer les dossiers de patients et en l'occurrence des dossiers de patients qui n'auraient pas été nécessairement sauvegardés. Donc, c'est vraiment une perte. Voilà pour les différentes typologies. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences juridiques, puisqu'il y a des obligations qui vont naître sur les entreprises qui agissent en tant que responsables de traitement. Ça peut avoir des conséquences financières très lourdes, parce que réparer une violation, réparer un système d'information, ça nécessite beaucoup d'investissement. Et puis aussi, il peut y avoir des procédures contentieuses qui vont naître suite à des violations de données, donc des coûts de procédure, et aussi, voire même, des coûts liés à l'indemnisation des personnes dont les données ont fait l'objet d'une violation. Donc, ça a vraiment un impact très fort pour l'entreprise, aussi un impact réputationnel. Hein. La confiance, aujourd'hui, c'est vraiment le maître mot en matière de données personnelles, et une entreprise qui a fait l'objet d'une attaque, qui a une perte de confiance des utilisateurs, de clients, la perte de confiance de partenaires également. Donc, c'est toute une mécanique néfaste qui se met en place suite à une violation de données. Alors, bon, beaucoup de juristes, ils l'ont connu ou en tout cas ont eu très peur. Ça peut être le cas hein, quand on travaille dans la tech ou dans des sociétés qui managent beaucoup de données. Mais du coup, pour des juristes qui n'auraient pas eu la joie encore d'expérimenter euh, une violation de données, euh, quels sont tes premiers réflexes que tu peux leur donner? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois réagir? Quand une attaque est en cours, ou même d'ailleurs une fois qu'elle a eu lieu et que je constate qu'il y a eu un vol de données. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont mes réflexes? Alors, on réagit immédiatement, on monte une cellule de crise. Le premier réflexe, pour moi, c'est de contenir la fuite. C'est-à-dire éviter que les données continuent
à être exfiltrés et bloquer les accès non autorisés. Donc, la première des étapes, c'est surtout une étape technique et informatique avec le concours du DSI, mais également il faut aller solliciter assez rapidement des spécialistes, des prestataires informatiques spécialistes de cyberattaque qui, eux, ont la connaissance de ces sujets, ont une expertise, donc ils commencent à bien être rodés sur les pratiques à mettre en place, et puis effectivement réfléchir au plan de réponse. Enfin, c'est vraiment la cellule de crise, c'est qu'on va activer le plan de réponse quand il a été réparé. Il faut aussi extrêmement tout de suite documenter tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il va falloir diagnostiquer la source de l'incident, à quelle heure, à quelle date, qui est en charge de quoi dans l'action de diagnostic, parce que tout ça, ça va permettre après de faire l'évaluation de l'incident de sécurité et d'accomplir un certain nombre d'obligations. Donc, assistance technique, cellule des crises, communiquer. Il faut communiquer au juste niveau, il faut informer et aussi rassurer, que ce soit en interne ou en externe. C'est-à-dire qu'on va informer les collaborateurs, on va informer la direction générale, aussi peut-être donner des guidelines sur ce qui peut être communiqué à l'extérieur. Et puis en communication externe, on va peut-être contacter la presse si c'est un incident grave qui peut impacter un nombre très important de personnes. On peut contacter la CNIL. Il y a des obligations, mais il y a un service aussi auprès de la CNIL qui peut aider. On peut contacter les services, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, qui est vraiment l'autorité qui a une réelle compétence technique sur tout ce qui est cyberattaque et qui accompagne les entreprises. Donc voilà, la communication est vraiment importante. Et Sabine, en termes de communication en interne, tu recommandes plutôt une communication orale jusqu'à ce qu'on sache un peu ce qui se passe, une communication écrite? Qu'est-ce que tu recommandes? Ça dépend des circonstances, ça dépend de la taille de l'entreprise. Oui, moi, de mon expérience, j'ai plutôt fait, lorsqu'il y avait vraiment un risque aussi de fuite dans les médias, hein, une communication interne diffusée sur l'intranet ou une diffusion par email, hein, pour vraiment... euh, alors, on ne peut peut-être pas forcément aller dans le détail parce qu'on n'a pas toutes les informations tout de suite, hein, sur l'origine de l'accident, tant que le diagnostic n'a pas été posé, mais c'est de décrire un petit peu ce qui s'est passé et surtout donner les bons réflexes, notamment en termes de sécurité interne. Il va falloir qu'on change les mots de passe, hein, ça fait partie des premières mesures de sécurité. Il va falloir aussi peut-être qu'on arrête la consultation de certains sites qui ont été détectés comme pouvant être potentiellement à l'origine de la cyberattaque, etc. Donc moi je dirais communication intranet, communication orale quand on est en petit effectif, mais quand on est un grand groupe, une communication intranet ou par mail me semble la meilleure des pratiques. Et alors, quand tu reçois une demande de rançon, on fait quoi? On ne paye pas. Alors je sais que c'est très tentant de payer parce que finalement, la situation peut être bloquée et on a envie de vite poursuivre le business, hein, business is business. Donc c'est vrai que si les montants ne sont pas astronomiques, on est tenté de payer, mais lorsqu'on a une capacité à récupérer les données et à minimiser le risque, on va dire, non, pour moi, c'est plutôt on ne paye pas la rançon, on porte plainte, hein. Il y a vraiment des services spécialisés. Donc, on porte plainte auprès du commissariat, auprès de la brigade numérique de la gendarmerie. Il y a un service qui est spécialisé sur tout ça, tout ce qui est cybercriminalité. On peut aussi saisir le procureur de la République. Et en plus, l'intérêt de cette plainte, c'est que ça peut permettre de déclencher des clauses d'assurance cyber qui sont prévues par certaines assurances où il y a des prérequis pour pouvoir être indemnisé ou en tout cas lancer la machine de l'assurance. Alors, Sabine, on imagine bien qu'évidemment, tout ce que tu nous racontes, c'est redouté par les entreprises. Comment elles peuvent se prémunir de ce type d'incident, donc tel que ce que tu expliquais, hein, les vols de données ou des cyberattaques? Pour se prémunir, il va falloir monter une politique de sécurité. La sécurité des données, déjà, c'est une obligation essentielle qui est prévue par le Règlement général sur la protection des données, c'est-à-dire que tout responsable de traitement, c'est-à-dire que toute entreprise qui décide de mettre en place des traitements et des fichiers de données personnelles doit avoir une politique de sécurité qui va lister des mesures de sécurité techniques, donc comme le chiffrement, la sécurisation des réseaux, la gestion des accès, c'est là une politique d'habilitation pour limiter les accès à certaines applications logicielles uniquement
aux personnes qui ont un intérêt à utiliser cette application par rapport à leur fonction. On va aussi faire des sauvegardes. Il faut une sauvegarde parce que si les données sont volées, perdues, supprimées, il faut bien qu'on ait des backups pour les récupérer. Donc ça, pour moi, c'est primordial de s'assurer que des sauvegardes de données sont effectuées. Il faut aussi cloisonner les données parce qu'un virus, ça se propage. Donc, plus on cloisonne, moins le virus se propage, plus on peut continuer l'activité. Et encore une fois, c'est ça qui est le plus important. Donc, il y a tout un volet de mesures techniques qui est largement précisé dans le guide de sécurité de la CNIL, qui s'inspire très largement des recommandations de l'ANSSI. Donc, première étape, mesures de sécurité techniques. Deuxième étape, et c'est peut-être la première des recommandations à faire à l'ensemble des entreprises, c'est la formation du personnel et la sensibilisation de tous les collaborateurs à ces sujets. Mais tous les collaborateurs, on va transversal, de la personne qui est à l'accueil de l'entreprise jusqu'aux dirigeants. Parce qu'on sait que une très grande partie des cyberattaques, des rançongiciels, etc., viennent d'erreurs humaines, en fait, des négligences, un manque d'attention d'un salarié qui va ouvrir un lien ou un PDF d'une origine inconnue et hop, c'est comme ça que le virus s'introduit dans les systèmes informatiques de l'entreprise. Donc, il y a des bons réflexes de base qu'il faut apprendre aux salariés pour renforcer l'ensemble de ces systèmes. Et quand on fait des formations, moi, mon conseil, c'est aussi de vérifier que l'information a bien été comprise. C'est-à-dire qu'on fait des tests. Donc, les salariés ont été formés et hop, on envoie des faux emails, etc., pour voir Exactement, c'est ce que quelles j'allais sont les dire. réactions. Ouais. C'est Voilà, parce très que ça vient souvent un que coup tu de reçois des phishing. faux mails, des trucs un peu bizarres, du machin, et c'est un exercice en fait C'est perpétuel un avec les exercice perpétuel salariés. Et qu'il faut après, bah, tu tester. vois ceux qui sont tombés dedans, pas tombés, ça donne des pourcentages, et tu Mm, vois sur quoi il faut réinsister. Enfin voilà, ça c'est vrai que c'est exactement. un très bon Alors, exercice. Alors, je dirais qu'il faut vraiment continuer très fortement parce qu'on voit très bien qu'avec aussi les outils IA, ça permet de sophistiquer encore plus des cyberattaques où vraiment on peut plus aisément être trompé parce qu'il n'y a plus de questions de faute d'orthographe dans l'email ou des incohérences sur l'environnement de base du site qui nous envoie quelque chose. Donc, il faut être extrêmement vigilant, donc former tous les nouveaux entrants, mais pas que. Après, ceux qui sont en place, il faut continuer la formation via des e-learning, des formations en présentiel, etc. Mais c'est vraiment très, très, très important. Et le troisième point, je dirais, c'est faire des audits de sécurité en interne. Ce n'est pas parce qu'on a mis des mesures de sécurité que ça s'arrête là. Il faut mettre à jour les logiciels parce que les logiciels, avec les évolutions des cyberattaques, etc., peuvent présenter des vulnérabilités. Et donc, justement, ils vont cibler ces vulnérabilités. Donc, les mises à jour de logiciels vont corriger ces vulnérabilités au fil du temps. Donc, c'est très important de mettre à jour très régulièrement les logiciels et de voir les correctifs qu'on peut apporter. Même chose pour les antivirus. Alors, on va dire, mettre un antivirus, c'est un peu la base, c'est de l'évidence, mais en fait, un virus, il peut s'en propager des dizaines par jour, de plus en plus performant. Donc, c'est presque aussi important de mettre à jour ces logiciels antivirus que d'installer le logiciel antivirus en tant que tel. Donc voilà, c'est un arsenal de mesures essentiellement techniques et de formation qui peuvent permettre de réduire en tout cas le risque de violation de données. Et Sabine, du coup, tu as déjà donné pas mal de conseils pratiques de manière globale pour l'entreprise. Et nous, on aime bien des conseils pratiques au LCS, donc merci pour ça. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer le rôle du juriste ou du directeur juridique ou du DPO, donc le Data Privacy Officer ou les délégués à la protection des données personnelles en anglais, mais c'est vrai que DPO, c'est un peu plus rapide à dire. Est-ce que tu peux nous expliquer son rôle et qu'est-ce qu'il doit mettre lui-même en pratique pour justement gérer ces incidents de données? Alors, son rôle, il est essentiel, que ce soit juriste, directeur juridique, et encore plus quand on a désigné un DPO, parce que le DPO, c'est le chef de la conformité, il va avoir un rôle pivot, en fait, dans la gestion de la procédure de violation de données. Donc, c'est lui qui va organiser cette cellule de crise avec, voilà, on ne gère pas un incident seul, le DPO, c'est le coordinateur. Donc, il va monter la cellule de crise avec la direction, les personnes du service juridique, les responsables informatiques, les responsables métiers, éventuellement prendre contact avec des parties prenantes extérieures, avocats, CNIL, parce que ça peut être aussi des échanges avec la CNIL, avec des prestataires informatiques, notamment pour les cyberattaques, etc. Donc son rôle, ça va être de guider la procédure et d'établir une documentation interne. Je vous disais, voilà, il faut qu'on trace l'origine des incidents, il faut qu'on suive tout ça, que ça soit acté, parce que
la documentation interne qu'on va réunir pour ces incidents va permettre de qualifier l'incident. Ce qui est essentiel parce que est-ce qu'on est dans une violation au sens du RGPD, premièrement, et est-ce que la violation porte effectivement sur des données personnelles, donc des données qui permettent d'identifier une personne physique. Si c'est le cas, il y a des obligations qui vont s'appliquer auprès de l'entreprise, notamment des obligations de notification auprès des autorités de contrôle, voire des personnes concernées. Donc c'est important d'avoir fait ce travail préalable pour pouvoir déclencher les obligations des entreprises qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent avoir des sanctions très lourdes. Hein. L'obligation de notification de violation de données, donc c'est prévu aux articles 33 et 34 du RGPD, et le fait de ne pas le faire, on peut encourir une sanction de 10 millions d'euros d'amende ou 2% du chiffre d'affaires mondial. Le montant étant le plus élevé sera celui retenu. Donc, il y a tout un travail de qualification à faire. Donc, est-ce qu'on est Et, dans une relation à la donnée? Oui, et dis-moi. Sabine, oui, sur la partie évaluation du risque, justement, quel est son rôle au juriste ou au DPO, plus globalement? Essentiel aussi, parce que là, ça va être un travail d'analyse. Alors déjà, c'est quoi le risque? Au sens du RGPD, c'est un risque sur les droits et les libertés des personnes concernées, donc les personnes dont les données ont été divulguées ou détruites ou perdues, etc., etc. Euh, donc, pour analyser ce risque, il va prendre en compte la nature des données collectées, le volume des données collectées, la typologie de personnes concernées. Est-ce que c'est des adultes? Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est des personnes vulnérables? Voilà, le volume, tout ça, etc. Même le rôle de son activité. Et en fonction du niveau de risque, en fait, il va y avoir des obligations différentes prévues par le RGPD. Je m'explique. Si le risque pour les libertés et droits des personnes, donc risque, encore une fois, ça peut être atteinte aux droits et libertés, donc ça peut être discrimination, atteinte à la vie privée, usurpation d'identité, vol, escroquerie, tout ça, c'est voilà, une typologie. Soit le risque identifié, il est faible, voire inexistant. Dans ces cas-là, il n'y a pas de notification à faire auprès de l'autorité de contrôle, en l'occurrence la CNIL, mais il faut consigner l'incident de sécurité dans un registre des violations de données. Ça, c'est une obligation du RGPD. Mais c'est que ça, comme un registre d'activité de traitement. Là, on va décrire la violation de données. Soit le risque, il y a un risque. Il y a un risque qui existe, donc il y a un risque de discrimination, il y a un risque d'usurpation d'identité pour les personnes, etc. Dans ces cas-là, il faut faire une notification auprès des services de la CNIL. Donc le risque, techniquement, il y a un hacker qui s'est introduit dans le système, il y a une cyberattaque, ça c'est un risque. Et puis il peut y avoir un risque élevé, c'est élevé pour les personnes concernées. C'est-à-dire que la probabilité d'un préjudice direct sur les droits et libertés des personnes, il a un niveau de gravité supérieur. Donc, par exemple, on va voler des données de santé, on va voler des informations financières, on va voler des documents d'identité. Là, le risque d'usurpation d'identité ou d'escroquerie ou vol, etc., monte d'un cran. Donc là, il faut non seulement documenter en interne, notifier à la CNIL et notifier aux personnes concernées. Et cette obligation de notification, elle doit se faire dans un délai très court, d'où la nécessité d'avoir un plan de réponse et de gestion des incidents concret, rodé pour aller vite. Qui fait quoi, quand, comment, etc. Donc, on a un délai de 72 heures pour effectuer ces notifications auprès de la CNIL. Ce que dit 72 heures, c'est quoi? C'est des jours ouvrés, ouvrables, c'est 72 heures, samedi, c'est dimanche, les vraies heures, enfin, week-end, les week-end vraies heures. compris, Donc, ça les comprend vraies samedi, heures. dimanche. Exactement. Donc, c'est 72 heures dans les meilleurs délais ou, si possible, dans les 72 heures, à partir du moment où l'entreprise a connaissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à partir du moment où on en a connaissance? C'est-à-dire qu'on a un degré de certitude raisonnable sur le fait qu'il s'agit effectivement d'une violation et que des données personnelles sont impactées. C'est ça, hein, la connaissance de l'incident. Et donc, une fois qu'on a ce délai, ben, il faut notifier auprès des services de la CNIL. Alors, 72 heures, c'est extrêmement court. Des notifications peuvent être réalisées après les 72 heures de façon échelonnée. C'est vraiment ce que je recommande aux entreprises. Il y a une notification de violation de données, il faut effectivement du temps hein, quand même pour poser un diagnostic, d'autant plus si c'est le samedi ou le dimanche. Et peut-être que ça justifie que ça soit post 72 heures. Si c'est le cas, si on notifie 72 heures après, il faudra justifier des motifs du retard dans la notification qu'on adresse à la CNIL.
Ma reco, et c'est ce que je recommande à mes clients systématiquement en pratique, c'est de quand même systématiquement tenir ce délai de 72 heures, même si on n'a pas toutes les informations. Parce que ça fait partie d'un des motifs qui sont mis en avant par les entreprises. Il y a eu un bilan des notifications qui a été publié sur le site de la CNIL en mars dernier, très intéressant, où ils disent, voilà, il y a la moitié des entreprises globalement qui respectent ce délai de 72 heures. Et celles qui ne le respectent pas, soit c'est parce qu'elles n'ont pas connaissance des obligations, donc un peu dommage, ou soit parce qu'elles veulent avoir suffisamment d'éléments tangibles, un diagnostic plus poussé avant d'en informer la CNIL. Ce que recommande la CNIL et ce que je suis plutôt en faveur, c'est qu'il faut quand même faire une notification initiale, même si on n'a pas toutes les informations, parce qu'après, on a la possibilité de faire des notifications complémentaires. Voilà, donc au moins on respecte les 72 heures, il y a un premier jet de notification qui est effectué avec des informations de base, et dans les rubriques qu'on doit compléter et sur lesquelles on n'a pas l'information, disons, voilà, une enquête est en cours, nous compléterons ces informations ultérieurement. La CNIL préfère ça que une notification qui ne respecte pas les délais de 72 heures. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, le principe échelonné. Et donc, cette notification à la CNIL, elle se fait comment? Elle se fait en ligne. Hein, je pense qu'on pourra communiquer le lien à l'issue de l'émission. Elle se fait en ligne. Il y a différentes rubriques à compléter, la description de l'incident de sécurité, les conséquences probables hein, sur la vie des personnes et les mesures correctives qu'on a mis en place. Cette notification, elle se fait en ligne. Alors, juste un petit truc pratique parce que ce n'est pas super bien fait en ligne. Donc, vous allez cocher est-ce que c'est une notification initiale, complémentaire ou une notification complète. Quand vous faites une notification complémentaire, il n'y a pas un formulaire bis, enfin, ça ne reprend pas un brouillon existant. Vous devez en principe soit tout ressaisir ou alors vous mettez dans les rubriques confère notification précédente. Ils n'ont pas un document hyper pratique d'utilisation. Et donc, suite à cette notification, bah, ça va être examiné par la CNIL. En principe, dans les 24 heures, elle va voir surtout le niveau de risque et quelles sont les mesures techniques qui ont été mesures de sécurité mises en place. Soit elle a des remarques, des observations, ou soit elle n'a pas la même analyse que l'entreprise, notamment sur l'évaluation du niveau de risque, notamment s'il y a besoin ou non d'une communication aux personnes. Et dans ces cas-là, elle en informe l'entreprise dans un délai de 72 heures, par principe, ou alors elle ne dit rien. Et on peut considérer, ça c'est des informations sur le site de la CNIL, que si elle ne dit rien 2 mois après l'enregistrement de la notification, c'est qu'il n'y a pas d'observation et que la vie continue. Voilà, donc je vous ai dit, il y avait un bilan de notification qui a été publié sur le site de la CNIL en mars 2024 pour les 5 ans d'application du RGPD, hein, de 2018 jusqu'à 2023. Plus de 17 000 notifications ont été adressées au service de la CNIL. C'est quand même énorme. Je fais une moyenne d'environ 3500 notifications par an, c'est-à-dire plus de 10 notifications par jour, enfin, presque 10 notifications par jour. Donc ça montre quand même, alors c'est peut-être aussi une prise de conscience que les entreprises maintenant savent qu'il faut notifier et donc il y a une recrudescence, mais ça montre quand même les enjeux. Et aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un enjeu presque national hein, pour les autorités en place. On sait que ça fera partie des prochaines crises, après la crise sanitaire, la crise écologique, la crise informatique, qui peut être très dommageable, notamment pour des administrations. Hein, parce qu'on parle vraiment d'hacking professionnel. Voilà, il y a vraiment presque ouais, des questions géopolitiques. Hein, on l'a vu pendant les élections, etc. Donc, c'est un sujet qui est vraiment pris très au sérieux par les autorités. Et dis-moi, je vais te poser une dernière question, Sabine, avant qu'on passe aux chroniques. Et puis, on a certainement des questions de nos auditeurs. Et puis, sinon, nous, on en a encore plein à te poser. Mais comme l'a dit Audrey tout à l'heure, nous, on adore les anecdotes, les histoires que tu pourrais avoir à partager. Et d'ailleurs, moi, je trouve que lorsqu'on est juriste en interne, il faut connaître ces histoires, il faut avoir des articles de presse, il faut les utiliser dans les headlines dans vos présentations à vos execs qui parfois peuvent penser que tout cela est très théorique et que ça n'arrive qu'aux autres. Et donc, c'est très bien d'avoir des exemples. Donc, est-ce que tu as des expériences à partager justement sur des dossiers sur lesquels tu es intervenu, évidemment en restant confidentiel, bien évidemment, Oui, et alors sur ta propre gestion de violation de données? J'hésitais, je ne sais pas si vous parlez un rançon logiciel ou sinon plus une divulgation d'adresses personnelles de salariés, peut-être plus celle-là, qui est peut-être moins,
moins significative techniquement, mais qui, moi, m'a interpellée en tant qu'avocat et DPO sur les réactions que peuvent avoir les gens en interne. Alors, pour la petite histoire, en fait, il y a eu une erreur faite par quelqu'un d'une équipe RH dans un établissement de santé qui avait envoyé à l'ensemble des collaborateurs de l'établissement de santé, via un outil de publipostage, Digipost en l'occurrence, avait envoyé en pièce jointe d'une note interne, somme toute assez basique. En pièce jointe de la note interne, il y avait 440 documents qui étaient attachés à un fichier qui mentionnait les adresses personnelles des salariés et leur relevé de compte épargne-temps, donc les congés payés, les RTT, etc., etc. Donc, cellule de crise qui a été montée, DPO appelle son avocat, la direction générale, etc., pour essayer de diagnostiquer l'incident. On contacte tout de suite le prestataire technique, Digipost, qui gère justement c'est des comptes personnels, en fait, c'est-à-dire que chaque salarié a son petit compte et c'est là où on met les bulletins de paye, toutes les communications individuelles. Nous, on a fait une analyse de risque. On a dit, oui, bah, il y a quand même un risque parce que le fait de divulguer des adresses personnelles à l'ensemble des collaborateurs, en plus en lien avec des activités professionnelles, c'est contraire aux dispositions du Code du travail, où il doit y avoir une frontière étanche entre vie privée et vie professionnelle. Donc, on fait une notification initiale, mais on dit, bah, pour nous, le risque, il est limité. Les adresses personnelles, elles peuvent se retrouver dans des sources publiques. Il n'y a pas de préjudice direct sur les personnes. Tout va bien. On fait la copie aux représentants du personnel, à l'inspection du travail, qui était quand même qui nous posait des questions là-dessus. Donc, ils voulaient s'assurer qu'on ait fait les démarches auprès de l'autorité. On envoie. Et là, il y a quand même un peu un scandale qui arrive en interne des infirmiers versus médecins versus autres personnels soignants qui trouvaient ça mais inadmissible, cette erreur, et surtout considéraient qu'ils avaient une atteinte à leur vie privée extrêmement grave du simple fait de la communication de l'adresse de leur domicile. Alors moi, j'étais un petit peu estomaquée en me disant, bah, voilà, c'est étrange parce qu'en soi, une adresse du domicile, il n'y a pas de conséquences, voilà, ça va pas, il n'y a pas de discrimination, il n'y avait pas de communication de données sensibles, il n'y avait pas d'aide à la commission d'infraction. C'est pas parce qu'on connaît un adresse de domicile qu'il y aura des vols, etc., dans le dit domicile. Mais pour montrer en fait que l'appréciation en fait de l'atteinte à la vie privée peut vraiment varier d'un secteur d'activité à un autre, d'une personne à un autre, et on a dû organiser une réunion extraordinaire avec les membres du CSE, qui a vraiment demandé des comptes très précis à l'établissement de santé pour justifier de ce qui a été fait, etc. Donc voilà, on est resté sur une notification à la CNIL. Il y avait eu une communication interne, on a fait le choix de ne pas communiquer aux personnes, on n'a pas eu de retour de la CNIL, donc elle n'avait pas d'observation. En tout cas, ça a permis de prendre un peu la température du terrain, et il y avait un problème, je pense, de gestion des relations sociales au sein de l'établissement de santé. Et puis, ça nous a permis de prendre des mesures de remédiation, somme toute assez simples, formation du personnel, mettre en place des politiques d'habilitation pour éviter que les mauvaises personnes utilisent un outil de publipostage ou ne sachent pas le maîtriser, et aussi des mesures de contrôle visuel. Donc, c'est pas, j'en ai eu d'autres, des notifications avec des plus gros enjeux, mais celle-ci m'avait marqué par la réaction en fait du personnel qui était pour moi assez démesurée, mais il faut le prendre en considération parce que voilà, il y a des perceptions qui sont totalement différentes d'une personne à une autre. Merci Sabine pour cet exemple effectivement flagrant. On a encore beaucoup de questions pour toi, mais on va tout de suite passer à nos chroniques si tu veux bien, et on reprendra la suite des questions. Et d'ailleurs, nos auditeurs peuvent, vous le savez, poser vos questions dans le chat si vous le souhaitez, et Sabine y répondra en fin d'émission. Alors, on va appeler tout de suite notre ingénieur du son pour lancer le jingle de Monsieur Pierre Landy. We do. Merci Lindia. Et oui, ceux qui suivent l'émission savent que j'ai plein de rôles
dans cette émission. Vous savez, on exploite les hommes et je suis malmené par mes deux co-chroniqueuses et donc je fais ingénieur du son, je fais des chroniques, voilà, je fais le ménage après l'émission, enfin voilà. Bref, Tu as l'air très donc malheureux, Pierre. je suis, voilà, mais c'est pas grave, j'accepte ma destinée. Alors aujourd'hui, je souhaite vous parler de mener une bonne négociation. Donc, on va explorer un peu ensemble l'art de la négociation avec quelques conseils pratiques pour vous aider à réussir ces fameuses négociations. Alors, je vais vous donner 10 trucs et astuces, et puis ça vous servira non seulement pour la négociation de contrat, mais aussi finalement pour des négociations que vous devez avoir. La première chose à faire, et bien évidemment, c'est de vous préparer minutieusement à la négociation qui va arriver. La préparation, c'est la clé de toute bonne négociation. Et donc, avant de vous lancer, il est crucial de bien comprendre vos objectifs, vos priorités et vos alternatives. Alors, on appelle ça en anglais le Best Alternative to Negotiate Agreement, votre BATNA. BATNA, votre BATNA. Eh bien, ça vous aide à savoir, quand vous connaissez bien votre BATNA, quand accepter un accord et quand il faut arrêter de négocier. En fait, le BATNA, c'est l'alternative la plus avantageuse que vous pouvez poursuivre si la négociation échoue. C'est-à-dire que vous savez qu'elle va échouer ou vous pensez qu'elle va échouer et vous avez déjà en tête ce que vous allez faire, votre plan B, si vous pouvez utiliser notre expression. Donc, ça peut être, par exemple, bien un autre fournisseur, un autre client ou même l'option finalement de ne pas conclure l'accord du tout. Donc, quand on a un BATNA clair, ça vous donne une position de force car vous savez quelles sont vos options et vous n'êtes pas désespéré de conclure l'accord à tout prix. Et en plus de comprendre votre propre BATNA, eh bien, essayez de deviner celui de l'autre partie. Ça vous donnera des indices sur leur flexibilité et leurs limites possibles dans une négociation. Numéro 2, écoutez activement. Une négociation réussie ne consiste pas seulement à parler, 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 mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, à écouter. Poser des questions ouvertes, reformuler les réponses de l'autre partie pour montrer que vous comprenez leur point de vue. Cette technique, eh bien, ça aide à établir la confiance et à trouver des terrains d'entente entre les parties. Donc, en écoutant activement, et ce n'est pas l'India qui va me corriger parce que ça fonctionne aussi dans les relations humaines, eh bien, vous pouvez identifier les vrais besoins de l'autre partie et travailler du coup vers une solution mutuellement bénéfique. Et là, je vais même ajouter que si vous avez des personnes dans votre équipe qui disposent de la force harmonie, donc en utilisant le test Strength Finder, eh bien, c'est typiquement le genre de situation où il ne faut pas hésiter à les faire intervenir. Ils auront à cœur de trouver une solution qui convient à tout le monde parce que les gens qui ont harmonie, j'ai harmonie, n'aiment pas le conflit. Donc, ils vont essayer de trouver une solution qui soit un vrai win-win. Troisièmement, soyez flexible. La flexibilité, c'est essentiel pour trouver des solutions créatives et faire des compromis. Une approche trop agressive va créer de la résistance immédiatement et ça va réduire vos chances d'obtenir ce que vous voulez. Donc, il est plus souvent efficace de chercher à répondre aux besoins, évidemment raisonnables, hein, de l'autre partie et de viser, donc, comme je le disais à l'instant, un accord gagnant-gagnant. Personne n'aime se faire écraser dans une négociation, donc il faut essayer d'arriver à une solution win-win. 4, utilisez des critères objectifs. Appuyez vos jugements avec des données concrètes, telles que des précédents juridiques ou des données du marché, pour éviter que la discussion ne devienne trop émotionnelle. Utiliser ces critères objectifs, ça vous permet de rester centré sur les faits et de légitimer vos demandes. Là, on a déjà fait ça, il s'est passé ça, donc nous, on ne peut pas prendre le risque de recommencer. Donc, préparez ces points en amont de votre négociation ou au moins au moment où vous abordez une partie difficile de la négociation pour du coup avoir ces critères objectifs à sortir. 5, le pouvoir du silence. Parfois, ne rien dire peut être plus puissant que de parler. Donc, le silence peut être utilisé pour montrer votre confiance, donner à l'autre partie le temps de réfléchir et peut-être, du coup, de révéler plus d'informations. Et puis, ça peut également, le silence, calmer les tensions, donner à l'autre partie l'opportunité de faire une concession. Donc, sachez, lorsque c'est nécessaire, sachez vous taire. Je vous assure que celui-là, il est très difficile pour moi. Et la nature, et donc moi en particulier, a horreur du vide. Donc voilà, faites attention à ça, mais gardez quand même cette idée que le pouvoir du silence. Numéro 6, gérer le temps avec soin. Le temps peut jouer un rôle crucial dans une négociation. Donc, aller trop vite peut mener à des erreurs, tandis que traîner en longueur peut épuiser l'intérêt des parties de chaque côté. Donc, trouvez le bon tempo, le juste milieu pour garder l'élan de la négociation, des allers-retours, des drafts de contrat,
tout en assurant quand même la réflexion que vous devez mener, que ce soit vous-même par rapport à la rédaction juridique ou avec vos business partners en interne. Donc, il faut maintenir un rythme qui est approprié pour garder les parties engagées, mais pas aller trop vite au risque de faire ou d'écrire des bêtises. Numéro 7, sachez qu'en partir. Toutes les négociations n'aboutissent pas à un accord. Et si les termes de la négociation ne répondent pas à vos besoins ou si les risques sont trop élevés, il vaut mieux se retirer et explorer d'autres options. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, le contentieux dans le cadre d'une négociation transactionnelle qui traîne en longueur, eh bien, ça peut être une option vers laquelle il faut aller. Euh, J'aime beaucoup l'adage qui dit quand un côté a plus besoin de l'accord que l'autre, celui qui en a besoin finit généralement par se faire avoir. Donc vraiment, faites attention à ça. Numéro 8, clarifier les aspects juridiques cruciaux. Donc, il y a des clauses telles que l'indemnisation, la limitation de responsabilité, la propriété intellectuelle, les reps and warranties, hein, les déclarations et garanties. Ce ne sont pas que des questions juridiques. En tout cas, ça ne sont que des questions juridiques jusqu'à ce que le conseil d'administration vous vienne demander à un dirigeant pourquoi l'entreprise est autant exposée à un litige. Donc, assurez-vous que ces éléments soient clairement définis et surtout compris par toutes les parties, et notamment vos opérationnels, pour éviter des problèmes juridiques futurs. Prenez le temps de bien expliquer les conséquences juridiques à vos execs et les risques qu'ils prennent en disant on s'en fout, pas de clause de limitation de responsabilité, etc. Bon, ils prennent, vous proposez, ils décident, mais quand même, assurez-vous qu'ils aient compris. Et enfin, les deux derniers, 9, posez les bonnes questions. Lors de la négociation d'un contrat, eh bien, il faut poser les bonnes questions comme qui, quoi, où, quand, pourquoi pas, et que se passe-t-il après? Ces questions vont aider à clarifier tous les aspects d'un accord et s'assurer que rien n'est laissé au hasard. Donc, chaque détail compte et doit être abordé pour éviter les malentendus et les litiges futurs. Par exemple, je me souviens que chez les opérationnels chez Yahoo étaient exaspérés quand je leur demandais et qu'est-ce qui se passera lorsque le contrat s'est fini? À qui vont appartenir les utilisateurs dans ce contrat où nous sommes tous les deux sociétés mêlées à proposer un service, par exemple, un service de petites annonces, de rencontres. Quand ça va finir, à qui appartiennent les utilisateurs? Et ils ne savaient pas répondre et on se rendait compte que quand on commençait à avoir la discussion avec la partie en face, on n'était pas vraiment d'accord sur ce qui allait se passer. Donc finalement, assez souvent, ces questions n'ont pas été explorées par le business et sont pourtant cruciales. N'ayez pas peur de les poser. Et pour finir, évitez les ambiguïtés. Si l'autre partie souhaite laisser quelque chose de vague ou reporter la discussion après la conclusion de l'accord, méfiez-vous. Cette ambiguïté sera exploitée ultérieurement. Donc, assurez-vous que tous les points importants sont clairement définis, négociés avant de conclure l'accord définitif pour éviter toute mauvaise surprise. Moi, je déteste comment on appelle ça, les letters of intent où on discutera après le contrat et puis on recommence tout à zéro et on n'aborde pas les vrais points qui fâchent et le business a l'impression qu'ils ont un accord avec une lettre d'intention alors qu'il n'y a rien du tout. Donc, pour conclure, la négociation, c'est un art qui combine préparation, écoute, flexibilité, stratégie. Plus vous maîtrisez ces techniques, plus vous serez à même de représenter vos clients et atteindre des accords qui seront bénéfiques et j'espère mutually beneficial, win-win. Ça concerne évidemment le contrat, la négociation, la négociation de contrat et les aspects juridiques, mais c'est aussi le démarrage d'une relation sur de bonnes bases en résolvant les problèmes et en forgeant la confiance entre les parties. Comme je le dis toujours, un bon divorce est un contrat de mariage bien rédigé. Eh bien, il en va de même pour un contrat plus classique, un contrat commercial. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Et en termes de négociation, on sait que tu es redoutable, Pierre. Donc, si vraiment vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter notre ami Pierre Landy. Merci beaucoup, Pierre. Et on va tout de suite passer avec notre ingénieur du son à la chronique d'Audrey. Absolument. C'est parti. Get the fever. Merci Pierre pour le lancement de ce jingle que j'adore depuis maintenant 73 épisodes. Alors aujourd'hui, c'est ma dernière chronique de la saison. Donc j'ai envie de partager avec vous encore du coup un storytelling, encore une histoire vraie de recrutement. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'Isabelle. C'est l'une de mes aventures préférées, celle qui illustre à merveille l'importance de rester ouvert et attentif aux opportunités inattendues. Alors installez-vous confortablement car cette histoire mérite vraiment qu'on s'y attarde. Tout a commencé avec un client, une start-up en pleine croissance, une start-up dynamique et innovante. À l'époque,
il n'y avait aucun juriste chez eux, mais un des dirigeants avait vraiment une forte sensibilité juridique. Et ça, c'était une chance pour moi. Et surtout pour la personne qu'ils ont recrutée ensuite. Donc le temps était venu, en effet, pour eux de recruter leur premier juriste. Ils cherchaient avant tout un profil avec une vraie personnalité, quelqu'un qui matche bien avec les valeurs de l'entreprise, un esprit agile, capable de naviguer entre les dirigeants, les équipes business, avec un périmètre très large, contrat, négo, contentieux, un peu de corporate, enfin, bref, tout un tas de choses à faire et à mettre en place. Mon client, lui, il était vraiment très ouvert. Il lui fallait juste quelqu'un de bien, voire même quelqu'un d'exceptionnel, mais avant tout quelqu'un de bien capable de rejoindre l'aventure. En parallèle, je rencontre la fameuse Isabelle. Donc, à l'époque, une avocate brillante avec 7 ans d'expérience dans un cabinet prestigieux anglo-saxon. Elle intervenait en contentieux. Isabelle, c'est une personne ambitieuse, déterminée, et elle est toujours d'ailleurs aussi, mais avec aussi une certaine humilité et vraiment très sympathique. Et elle souhaitait à l'époque faire le grand saut vers l'entreprise. Alors, on se rencontre initialement pour un poste dans un grand groupe, un poste plutôt classique de juriste dans des affaires, hein, avec une structure bien structurée justement. Et très vite, on réalise toutes les deux que ça va pas matcher, ça va pas être le bon poste pour elle. Et voilà, elle me parle de dossiers techniques, de stratégie, de dossiers internationaux, de dossiers d'envergure, mais elle a aussi besoin d'autonomie et d'implication et de challenge. Là, je pense immédiatement à mon mandat pour la start-up. Alors, vous imaginez la scène. Moi, je lui en parle avec beaucoup d'enthousiasme. Quand j'ai un truc qui me plaît, moi, j'en parle avec beaucoup d'enthousiasme, le sourire. Je lui décris l'équipe dynamique. Je lui décris la liberté d'action, la possibilité de construire quelque chose de vraiment de zéro. Et quand ce que je lui en parle, elle me regarde avec un air un peu incrédule, comme si je n'avais pas compris un mot de ce qu'elle venait de me dire auparavant. Alors, il est vrai que je vous ai peut-être déjà raconté cette histoire, mais là, je voulais vraiment prendre le temps de vous en parler avec beaucoup plus de détails. Euh, Parce que voilà, elle me semble complètement dubitative et un peu réticente à ce que je lui raconte. Et d'ailleurs, je sais que vous avez l'impression que j'ai rien compris, mais au contraire, j'ai entendu euh, et j'ai lu ce qu'il y avait entre les lignes, et je pense que vous devriez rencontrer mon client. Et au pire, vous passerez un bon moment avec cette personne-là, puis vous me direz que je me suis trompée, mais vous aurez passé un moment sympa avec cette personne. Finalement, au fin de l'entretien, je la convainc d'envoyer son CV. Mon client, lui, quand il reçoit le CV, il est hyper emballé. Ils se rencontrent et dès le début, j'ai eu le feedback après, ça a bien matché. Ça a bien matché en termes de personnalité. Et Isabelle, elle m'a dit qu'elle était quand même hyper intéressée par ce projet, qui au départ l'intéressait, mais alors absolument pas, parce qu'elle voulait absolument un grand groupe. Elle est d'accord pour poursuivre les entretiens, c'est ce qu'elle fait. Peu à peu, elle s'imagine dans le projet, dans l'univers de la start-up. L'intérêt grandit de part et d'autre. Enfin, vraiment, tout le monde est hyper emballé. À la fin, mon client, lui fait une proposition. Évidemment, je suis super contente, ma candidate aussi, mais en parallèle, elle avait un autre process. Un autre process qui n'est pas par mon intermédiaire, dans un groupe du CAC 40. Donc vraiment quelque chose qui correspondait à ce qu'elle voulait initialement. Et là, le choix n'est pas facile. Est-ce qu'elle va choisir, est-ce qu'elle allait choisir en tout cas à l'époque le grand groupe comme elle le voulait au départ et puis voilà, aller dans quelque chose de beaucoup plus structuré ou au contraire rejoindre une start-up et partir de zéro et vraiment tout faire. C'était vraiment un moment décisif pour sa carrière et après mûre réflexion et pour mon plus grand bonheur aussi en tant que chasseuse de tête, elle a choisi la start-up. Et c'est là que l'aventure a vraiment commencé pour elle. Quand elle a rejoint la structure, donc Isabelle, elle a vraiment était hyper emballée tout de suite. Elle a été d'une énergie débordante. Elle a mis tout en place, les process, les modèles de contrat, les sensibilisations des équipes. Elle a dû faire le lien entre les dirigeants, le business, accompagner les négo. Enfin, elle était vraiment sur tous les plans. Et puis, elle a aussi accompagné la certification de la société pour qu'elle devienne entreprise à mission. Pierre, je sais très bien que tu sais qu'elle ne s'appelle pas Isabelle. Du coup, c'est un projet qui l'a emballée énormément. Donc, elle est devenue responsable juridique, puis directrice juridique. Puis, elle a pris en charge la RSE, puis on lui a confié aussi les ressources humaines, puis encore d'autres choses. Et elle a monté une équipe. Et c'est devenu beaucoup plus large que ce qu'on lui avait confié au départ. Et Isabelle, après quelques années, parce que cette histoire remonte à quelques temps maintenant, elle est persuadée d'avoir fait le bon choix. Évidemment, moi j'en étais convaincue dès que je l'ai rencontrée, mais moi je suis là pour faire en sorte que les rencontres se fassent. Et là, elle s'est faite et je suis vraiment très heureuse d'avoir insisté. Et donc, ce que je voulais vous dire à travers cette chronique, c'est que voilà, faut toujours rester ouvert aux opportunités. Je sais que je vous le dis quasiment à chaque fois, et ceux qui me rencontrent en entretien le savent. Il faut rester ouvert parce que parfois, il y a de super opportunités qui vont au-delà des chemins tout tracés, et parfois, c'est là où vous ne l'attendez pas. Donc, soyez ouverts et surtout rencontrez des gens, échangez. C'est ça qui fera la différence et qui parfois vous apporteront des solutions sur des projets un petit peu différents, ceux auxquels vous auriez pensé. Et puis, évidemment, je vais vous faire une petite citation parce que j'aime bien. Enfin, c'est une citation qui n'est pas de moi, qui est de Woody Allen, qui a dit: l'esprit, c'est comme un parachute, il ne fonctionne que lorsqu'il est ouvert.
Alors, je vous encourage vraiment à ouvrir votre parachute, à ouvrir votre esprit et n'oubliez jamais, jamais de rester curieux et ouvert à tout le monde qui vous entoure et ça peut amener à de formidables opportunités et rencontres. Voilà, Lydia, je te rends l'antenne. Merci, merci, bravo Audrey pour cette chronique. C'est encore merveilleux d'entendre tous ces témoignages. On a envie que tu écrives un livre, Audrey, avec toute cette histoire que tu nous racontes. Alors, on va reprendre quelques questions pour Sabine. J'en ai une d'ailleurs, Sabine, au-delà peut-être des conseils que tu pourrais donner aux entreprises pour préparer un plan de réponse aux incidents. Moi, j'avais la question, comme il nous reste peu de temps, j'avais envie de connaître les erreurs communes dans la manière dont les entreprises répondent aux violations de données. J'imagine qu'il y a des erreurs qui sont faites. Alors, Peut-être que tu peux nous les, mettre en... les erreurs, c'est surtout en termes de process. C'est-à-dire que pour Ouais, moi, c'est surtout le manque de préparation, typiquement. C'est-à-dire le manque de préparation, on n'a pas vu venir, on n'a pas mis en place de process en interne. Donc, du coup, ça va retarder le traitement de l'incident. Donc, voilà, c'est-à-dire que la fuite continue, l'attaque continue, et puis, corrélativement, les dommages vont s'aggraver. Donc, ça, pour moi, c'est voilà, le manque de préparation. L'autre point, c'est aussi le manque de communication. C'est-à-dire qu'on ne va pas rassembler les bonnes personnes, les bons responsables métiers pour pouvoir gérer l'incident. On ne va pas non plus contacter des parties prenantes externes suffisantes en matière de cybersécurité, etc. Donc, c'est vraiment le point. Pour moi, c'est vraiment processuel. Après, il y a une autre erreur, c'est peut-être de vouloir trop en dire à l'autorité ou aux personnes concernées. Parce que souvent, moi, quand il y a une personne concernée, donc comme je l'avais dit, c'est quand il y a un risque élevé, on doit faire une notification, en principe individuelle, aux personnes pour expliquer voilà, qu'il y a eu un incident, quelles sont les conséquences, etc., etc. Et parfois, nous, on nous soumet le texte avant communication, et les erreurs, c'est qu'on en dit trop, de type, voilà, bah, en fait, on a eu des données qui remontent à plus de 30 ans, qui ont été collectées, on arrête tout de suite, parce que là, c'est dire à tout le monde qu'on est en non-conformité. On ne peut pas dire qu'on a des données depuis 30 ans, puisqu'on sait que ça ne respecte pas les durées de conservation qui sont légalement requises. On va être un peu anxiogène sur la façon de présenter, alors que vraiment, le maître mot, c'est informer et rassurer, en fait, que des mesures sont effectivement mises en place pour endiguer le problème et s'assurer que la protection des données est retrouvée. Donc voilà, c'est un petit peu les erreurs que moi j'ai spotées, en tout cas donc, au fil de mes expériences. Et puis l'autre point, aussi le retard, hein, le retard dans la notification, même si je le dis clairement, en fait, il y a pas vraiment enfin, il y a des sanctions théoriques. Après, dans les délibérations de la CNIL, j'ai pas vu énormément de sanctions pour défaut de notification auprès des autorités. J'ai vu des sanctions pour défaut de documentation en interne. Mais voilà, en fait, ça existe, mais je peux dire, voilà, c'est pas très grave si on respecte pas le délai, mais en fait, aussi, la reco, c'est tout de suite, on notifie, même si on n'a mis que 10% des informations, et on corrige plus tard, on complète plus tard. ok, très bien. Je crois qu'on a une dernière question avec notre ami Pierre. Absolument. Dis-moi, toi, tu es, particulier, tu vois arriver les messages où on t'annonce que tes données ont été, ont été royalement divulguées. Qu'est-ce que tu recommandes à faire à nous, là, tout à chacun qui avons nos données qui virevoltent dans la nature? Au secours, on dit alors. Et Non, Au secours, on va voler Marocco, mes données. au secours, on a volé mes données. Non, Marocco, ça serait déjà de bien comprendre quelles sont les données mes données personnelles qui ont été impactées. Donc, normalement, vous avez reçu une notification du responsable de traitement. Si, sur les données qui ont été volées, dans quel cadre, etc., si on veut plus d'informations, le responsable de traitement est censé nous avoir donné les coordonnées du DPO. On peut contacter l'entreprise pour en savoir plus. Sur quel compte, sur quel site, ça s'est passé. Deuxième réflexe réactif, c'est qu'on va changer ses mots de passe. Hein. Tous les comptes qui ont été hackés ou sur lesquels il y a un problème de sécurité, on change ses mots de passe et on en choisit un robuste et de préférence un mot de passe différent par site, par application, par compte utilisateur. Si mes données financières ont été violées, je contacte ma banque. Je contacte ma banque pour dire attention, il y a un problème là-dessus. La banque peut mettre un process de monitoring, il peut y avoir des assurances, mais donc bien alerter la banque et aussi surveiller
en fait, ces relevés de compte hein, pour essayer de détecter s'il y a des opérations anormales ou suspectes sur vos écritures. Et puis, porter plainte aussi auprès du commissariat. Et si vous n'utilisez plus les comptes qui ont été hackés, il faut les supprimer, hein, demander à déréférencer aussi des liens lorsqu'on tape son nom et son prénom dans le moteur de recherche ou des pages sur lesquelles mes données personnelles apparaissent. Je clôture tout ça dans l'éventualité où quelqu'un usurperait mon identité et divulguerait de fausses informations via mes propres identifiants et mots de passe. Donc c'est un petit peu tout le canevas classique et porter plainte. On peut porter plainte, encore une fois, auprès du commissariat, brigade de la gendarmerie ou procureur pour escroquerie, usurpation d'identité, intrusion frauduleuse, etc. Donc il y a tout un arsenal qui est réactif qui peut être mis en place, mais il y a aussi des mesures préventives. Ça, j'aimerais dire, il y a aussi le principe de minimisation qui existe pour le RGPD. Bah, ça fait partie aussi des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire que j'en dis le moins. Voilà, j'évite de divulguer trop sur moi-même, sur des sites et des services en ligne, hein, parce que tout ce qui est rendu public peut être réutilisé. Je suis précautionneux lorsque j'envoie des pièces sensibles, enfin, de nature sensible, de type pièce d'identité, passeport, permis de conduire. Ben, je n'envoie pas à n'importe qui. Je m'assure que la transmission elle est sécurisée, en tout cas que l'entreprise que j'ai comme prestataire met en place des procédures sécurisées. Donc c'est vraiment voilà tout ça et éviter de mettre ses coordonnées de carte bancaire quand on fait juste un achat ponctuel sur un site d'e-commerce plutôt que voilà de l'enregistrer par défaut. C'est des précautions de bon sens, mais c'est vrai que face à la multitude de services en ligne, on est assez prodigue dans les informations personnelles qu'on communique et ce serait plutôt voilà, faire marcher arrière et vraiment communiquer que l'essentiel, que ce qui est nécessaire pour nous, pour le service qu'on attend. Merci beaucoup, Sabine. Ça fait peur ce que tu nous racontes, en fait, parce qu'on est tous évidemment concernés. Et quand tu parles des mots de passe qui sont bien différents et tout ça, on fait tous la même erreur. On fait tous la même erreur. Après, voilà, il y a des solutions qui sont proposées par les navigateurs ou par les prestataires, des mots de passe beaucoup plus complexes. Bon, mais après, il ne faut pas le marquer sur un petit post-it et le mettre le coller sur l'écran de l'ordinateur à la Y avoir une vitesse. note dans son iPhone, par exemple, Voilà, exactement. Mais voilà, ce que voilà, tout le monde fait. moi-même, les cordonniers les plus mal chaussés. Ben Mais, voilà. Ouais. mais oui, en fait, il faut quand même être précautionneux parce que nos données, ben, ça a quand même de la valeur et leur détournement peut être très préjudiciable. Merci beaucoup, Sabine. On sera obligé de te réinviter pour une troisième émission parce que tu as quand même beaucoup de choses à nous Avec raconter. plaisir. Il y Jamais a beaucoup. 203. On va te retrouver l'année prochaine pour de nouvelles aventures, Sabine. Ok. Ben, merci Merci à vous beaucoup. trois pour cette invitation. Vraiment très contente d'avoir fait ce Soga Round avec vous. On est Euh, ravis. Plaisir partagé, Sabine. Et c'est Audrey qui va nous annoncer d'ailleurs le nom du prochain invité pour la dernière émission de la saison. Exactement, donc là, dans 15 jours, nous allons recevoir mardi 23 juillet, toujours à midi pétante, on recevra Magali Delair, qui est directrice fiscale chez Bureau Veritas, et ce sera le premier fiscaliste reçu dans toute l'émission. Donc attention, tenez-vous prêts, nous avons enfin réparé l'erreur de recevoir un fiscaliste dans l'émission. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous deux pour vos chroniques, Pierre et Audrey. Merci encore, Sabine. Passe un très bel été. Et on se retrouve dans 15 jours avec nos auditeurs préférés, comme d'habitude, retour sur le plateau dans 15 jours à midi. Merci beaucoup. Merci à Merci à tous. tous. Merci. Très bonne journée ou très bonne soirée selon quand vous nous Allez, écoutez. Jingle de fin. See the money almost